Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je vous remercie de me donner la parole pour l'examen du rapport du secrétaire général ainsi que pour l'examen du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Je salue la qualité du rapport et je rends hommage au département des opérations de paix, aux acteurs humanitaires et à l'ensemble du personnel onusien qui, jour après jour, œuvrent à la protection des civils dans des conditions d'une extrême gravité, nous rappelant que la raison d'être de cette organisation est de défendre la dignité humaine, même lorsque les circonstances sont les plus adverses. Je salue également la présence ici et les contributions importantes du secrétaire général adjoint M. Lacroix, de la Sierra Leone en sa capacité de président du comité 1533, du président international de Médecins sans frontières et du représentant permanent du Burundi. Monsieur le Président, le 4 décembre dernier, à Washington, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ont signé un accord de paix facilité par les États-Unis d'Amérique sous le leadership du président Donald Trump. Cet accord, soutenu par les garants régionaux et internationaux, portait et porte l'espoir d'un tournant historique. Pourtant, moins de 24 heures après cette signature, les faits en contredisent les engagements pris. Bombardements, drones explosifs, avancées coordonnées autour d'Ouvira et dans la plaine de la Ruzizi. Il n'est pas acceptable qu'un accord solennel soit ainsi recusé dès le lendemain par ceux qui s'y étaient engagés. Ces actes remettent en cause la dynamique née à Washington et confirment ce que le rapport du secrétaire général souligne. Le cessez-le-feu exigé par la résolution 2773 n'est pas appliqué. Les attaques contre les civils persistent. L'accès humanitaire est entravé et la situation continue de se détériorer malgré les efforts diplomatiques. Excellence, la République démocratique du Congo a volontairement choisi la voie de la diplomatie. Ce choix n'est ni une concession ni un signe de fragilité. Il reflète notre sens des responsabilités et notre foi en des mécanismes multilatéraux qui, s'ils sont pleinement assumés, peuvent encore ramener la paix. Nous avons fait ce choix parce que nous croyons en l'engagement des États-Unis, facilitateur principal du processus de Washington, en la constance de l'État du Qatar, garant du processus de Doha, et en la valeur normative du processus de Luanda, dont les principes continuent de guider l'action de l'Union africaine, désormais conduite par la République togolaise. La RDC a agi de bonne foi, la RDC continue d'agir avec bonne foi. La diplomatie n'est pas pour nous un choix par défaut, elle est l'expression de notre responsabilité d'État et de notre respect du droit international. Monsieur le Président, Excellences, depuis le 4 décembre au soir, les positions autour de Gatagota, Ruvunge, Kaziba, Urarambo, Luvungi et le long de l'axe Kamanyola-Ouvira ont été visées par des bombardements provenant des positions RDF M23. Des drones kamikazes ont frappé des zones civiles. Plus de 500 000 personnes ont été renouvellement déplacées. Le Sud Kivu, déjà en fragilité, atteint un seuil de rupture. Ces faits sont documentés par les mécanismes humanitaires et confirmés par OCHA. Il crée également un risque majeur de régionalisation. Des tirs ont déjà touché le Burundi. Ouvira n'est distante que de 30 km de Bujumbura. Aucun pays voisin ne peut être exposé à de telles attaques sans risque d'escalade. La stabilité régionale ne peut reposer sur la normalisation de violations aussi graves. Monsieur le Président, moins d'une semaine après la signature des accords de Washington, certains acteurs ont choisi de s'écarter des engagements librement acceptés. Le recours à des narratifs inversés et à une désinformation systématique pour attribuer à la République démocratique du Congo la responsabilité des attaques commises par la coalition RDF M23 est une stratégie désormais bien documentée par des mécanismes internationaux. Nous ne pouvons accepter que la manipulation devienne un instrument de politique régionale. Les faits sont têtus, les résolutions de ce Conseil le sont davantage. La vérité n'est pas négociable et le droit international ne peut être dévoyé pour légitimer l'agression. Les violations constatées contreviennent à la résolution 2773, à l'accord du 27 juin signé à Washington, à l'accord signé à Washington le 4 décembre, à la déclaration de principe et l'accord cadre de Doha, et aux conditions même de la mise en œuvre du cadre d'intégration économique régionale aussi signé à Washington. Aujourd'hui, c'est la crédibilité de tous ces processus et de leurs garants qui est en jeu. Mr. President, Excellencies, members of... Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, nous arrivons à un moment de vérité.
soit l'ordre international accepte qu'il est ouvertement mis à l'épreuve par le Rwanda, ou le Conseil assume ses responsabilités. L'impunité dure depuis bien trop longtemps. Le peuple congolais ne peut subir le coup des engagements qui sont violés et des résolutions qui ne sont pas appliquées. Les faits sont clairs. Le cessez-le-feu exigé par la résolution 2773 n'a pas été respecté. Les forces étrangères, c'est-à-dire les forces de défense rwandaises, demeurent sur le sol congolais et les civils continuent à être ciblés. L'accès humanitaire est entravé, la désinformation est utilisée délibérément afin de faire porter la responsabilité à d'autres et de protéger les criminels. La crédibilité de tous les processus, Washington, Doha et la facilitation africaine, ne dépendent que d'un principe, la redevabilité. Sans conséquence, les accords n'ont aucun effet. Sans conséquence, l'engrenage de la violence se poursuivra. La résolution 2773 est pourtant très claire, mais ce qu'il manque, c'est une application de cette résolution, sans quoi elle ne saurait dissuader la violence, mais ne fait qu'inviter à la violence. Lorsque les violations ne sont pas punies, l'impunité devient la politique. La responsabilité de ce Conseil n'est pas de redire ses décisions, mais de les faire appliquer. La résolution 2773, le constat est implacable. Une nouvelle ville est tombée, une administration parallèle s'est consolidée, des milliers de familles supplémentaires ont fui, d'autres ont été tués, violés, terrorisés. Et même la MONUSCO, casque bleu, personnel civil, leadership, a été pris pour cible. Pendant ces 9 mois, ce Conseil n'a pris aucune mesure concrète pour faire respecter sa propre résolution et pour défendre sa propre mission. Des appels, des avertissements, mais aucun acte. Ce vide d'action a permis au Rwanda de poursuivre et d'étendre ses opérations dans un environnement où les violations ne rencontrent aucune conséquence. Le moment est venu pour ce Conseil d'affronter une question essentielle. Comment, en 3 décennies de crise, l'absence de mesures coercitives a-t-elle contribué à la persistance de ces violations? Monsieur le Président, la résolution 2773 demeure la boussole de l'engagement onusien. Elle doit être appliquée dans toute sa portée, sans ambiguïté ni exception. La RDC appelle à un mandat robuste, cohérent et adapté aux réalités du terrain, et protecteur de l'autorité de ce même Conseil. Le mandat renouvelé doit garantir la protection des civils, réaffirmer le retrait des forces étrangères, soutenir les opérations humanitaires, inclure explicitement la protection des casques bleus, du personnel civil et du leadership de la MONUSCO, condamner toute attaque contre eux et empêcher tout contournement des décisions du Conseil. Car en effet, l'obstruction du mandat des Nations Unies par le Rwanda et le M23 ne peut jamais justifier son affaiblissement. Ce Conseil ne peut céder face à ceux qui le défient et qui défient son autorité. Monsieur le Président, la RDC est un pays africain. Elle fait aussi pleinement partie de la communauté internationale. Nous respectons les solutions africaines aux problèmes africains. Mais cela ne peut devenir un relativisme juridique permettant de contourner les normes universelles. Il n'existe pas de version régionale des droits de l'homme ou de la souveraineté. Toute solution durable doit s'appuyer sur les principes universels de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le peuple congolais a choisi la paix. Il l'a demandée, il l'a négociée, il l'a signée. Il ne doit pas payer le prix de la mauvaise foi de ceux qui tournent le dos à leurs engagements. La paix ne peut reposer sur des promesses non tenues. Le peuple congolais a droit à la sécurité, à la justice et au respect du droit international. Ce Conseil doit agir pour que ces droits ne restent pas théoriques, mais deviennent enfin une réalité. C'est pourquoi la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à mettre en œuvre intégralement la résolution 2773, imposer des sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques de l'agression, instaurer un embargo total sur les minerais exportés comme rwandais, révoquer le statut de contributeur de troupes du Rwanda aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et établir un régime de notification systématique pour tout transfert d'armes vers le Rwanda. Les garants de Washington, de Doha et de la facilitation africaine doivent également assumer leurs responsabilités. Ces accords ne survivront qu'à la condition d'une fermeté collective et cohérente. Il appartient désormais à la communauté internationale de faire respecter les engagements pris
et de permettre enfin l'avènement d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, Madame Wagner, de son intervention. Je donne à présent la parole au représentant du Rwanda. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, je me félicite de la manière dont vous dirigez les travaux du Conseil ce mois-ci. Je salue les membres du Conseil qui arrivent à la fin de leur mandat. Votre service, votre contribution aux travaux du Conseil est inestimable. Je remercie le secrétaire général adjoint, M. Lacroix, le docteur Mohamed Abdelmoneim, des informations présentées. Je prends note du rapport du secrétaire général. Je prends acte des déclarations que nous avons entendues. Nous allons examiner prochainement le mandat de la MONUSCO. Nous comptons sur un mandat qui fait fond sur les accords de Washington et l'accord cadre de Doha et qui les renforce. Le secrétaire général, dans son rapport, les ayant identifiés comme les voies centrales pour une paix durable. Le mandat doit donc donner la priorité à l'impartialité stricte et à la neutralité politique, à l'appui à la mise en œuvre du cessez-le-feu et au dialogue politique, à un respect d'une politique de vigilance vis-à-vis des droits humains, à des mécanismes de suspension et de rapport, le cas échéant, et doit appeler à une retenue pour les offensives concernant les partis qui participent formellement au processus politique. Ils doivent mettre l'accent sur la stabilité, la redevabilité et les solutions politiques en tenant compte des ressources. Ces priorités correspondent aux réalités présentées dans le rapport. L'efficacité de la MONUSCO dépendra de sa capacité à s'aligner vis-à-vis des efforts politiques. Les accords de Washington et de Doha se complètent, ils se renforcent. Si la mission les appuie de manière cohérente et impartiale, elle pourra dégager un espace pour la mise en œuvre. Le Rwanda réitère son plein attachement à la mise en œuvre de l'accord pour les obligations qu'il concerne. La réussite de l'accord dépendra de la volonté politique des deux parties. Monsieur le Président, la situation récente dans le Sud Kivu a fait l'objet d'une discussion approfondie. J'aimerais y revenir un instant. J'aimerais revenir sur certaines questions qui pourraient susciter des questions. On va me demander pourquoi je vais en parler, mais je vais y revenir. En 1994, dans cette salle, l'ambassadeur Kovac de la République tchèque, l'ambassadeur Keating de Nouvelle-Zélande, l'ambassadeur Gambari du Nigeria ont affirmé que les Rwandais étaient en train d'exterminer. Un groupe ethnique allait être exterminé. Ils n'avaient jamais été au Rwanda, mais ils ont exécuté leurs responsabilités, se sont opposés au silence et au déni que l'on avait observé dans cette salle pour qualifier le génocide pour ce qu'il était au Rwanda. Je suis donc ici, j'ai survécu parce que il y avait ces diplomates courageux qui se sont acquittés de leurs responsabilités. La situation dans le Sud Kivu et la situation générale en lien avec les accords de Washington, c'est qu'on a affaire à des situations tout à fait diverses. On a le cessez-le-feu qui a été enfreint à maintes reprises par le gouvernement de la RDC, qui, en plus, a annoncé qu'il ne cessera pas ses attaques. Les attaques aériennes sont également des attaques, des offensives. Et alors qu'avancent les efforts diplomatiques, la situation sur le terrain dans le Sud Kivu continue à se détériorer d'une manière que le Conseil ne peut moralement ou légalement ignorer. Depuis 2017, les Banyamulenge, une communauté qui parle Kinyarwanda Tutsi en RDC, a connu des persécutions systématiques et des escalades. Je souhaitais revenir sur ça, ce qui nous a amené à cette situation. J'aimerais revenir sur certains incidents qui s'inscrivent dans cette campagne durable et systématique de persécution des Banyamulenge qui parlent Kanyarwanda et qui sont Tutsis.
groupe ethnique. Depuis 2017, plus de 85% des villages de cette ethnie ont été détruits dans le sud Kivu. 700 000 têtes de bétail. Or, c'est l'épine dorsale économique pour ces communautés ont été tués. Le 25 août 2025, les milices Wazalendo et les FARDC ont émis un ultimatum de 10 jours en exigeant que les Banyamulenge quittent Uvira, sinon ils seraient tués, en leur interdisant d'accéder au marché, aux points d'eau et à d'autres moyens de survie essentiels. Le 4 septembre 2025, une décision a été prise pour refuser aux civils Banyamulenge l'accès aux points d'eau publics parce qu'ils étaient qualifiés d'ennemis. Du 5 au 8 septembre 2025, les civils Banyamulenge ont été enlevés et abattus, alors que des foules criaient, appelaient à la fin des Banyamulenge. C'est un indicateur précoce de crimes d'atrocité, discrimination, déshumanisation, déplacement forcé et refus d'accès aux services essentiels. Des dizaines de milliers de soldats burundais ont été déployés dans le sud Kivu sur invitation du gouvernement de la RDC. Et cela s'ajoute à la présence des FDLR, des mercenaires, des Wazalendo et d'autres milices. Ces troupes ont organisé des barrages militaires coordonnés qui ont aggravé la situation déjà décrite. Ces opérations, avec les FARDC, les FDLR, les milices affiliées, ont conduit à imposer un siège aux populations Banyamulenge. Il y a d'autres groupes ethniques. Il y a les Mbamembe, Bafulero, un autre groupe ethnique dont j'oublie le nom à l'instant, qui sont concernés. Et qui sont présents plutôt. Mais cela n'a été imposé qu'aux Banyamulenge. Ces groupes que je venais d'évoquer ont conduit à imposer un siège pendant près d'un an aux communautés dans les hauteurs de Minembwe qui n'ont pas eu accès à la nourriture, aux médicaments et à l'accès humanitaire, situation aggravée par les barrages militaires coordonnés. Du 16 au 18 octobre 2025, la seule route qui menait au marché de Mitamba a été fermée, coupant l'accès aux approvisionnements alimentaire pour les civils. Le 6 décembre 2025, un groupe de 80 à 100 civils Banyamulenge, essentiellement des femmes, qui amenaient de la nourriture à leurs familles qui mouraient de faim, ont été victimes d'une embuscade par une coalition FARDC, burundaise et Maï-Maï. Il y a eu des informations indiquant qu'il y a eu des meurtres, des tortures, des violences sexuelles. Ce qui est aussi su, mais que l'on ignore, c'est l'ampleur des frappes aériennes commises par les forces gouvernementales de la RDC et leurs alliés qui continuent à affecter les civils déjà assiégés, à savoir notamment le 29 août 2025 et à d'autres dates, il y a eu des frappes de drones répétées touchant les franges des camps de déplacés Banyamulenge près de Mikenke. Le 27 septembre 2025, un drone CH-4 a bombardé Nzibira dans le sud Kivu. Le 15 novembre 2025, des drones opérés par Kinshasa ont bombardé Mikenke, un village accueillant des Banyamulenge déplacés. Entre mars et décembre, il y a eu 50 frappes aériennes dans cette zone. Et personne n'en parle. Et on ne pourra pas nous dire que ça n'est pas arrivé. Nous l'avons dit plusieurs fois. Nous l'avons présenté à certains membres du Conseil à titre individuel. Nous avons présenté cette situation dans cette salle. Or, rien n'a été fait. Le gouvernement de la RDC, en tant qu'autorité haute, devrait être responsable de l'action et du comportement sur le terrain des forces du Burundi et de leurs alliés. Le Rwanda n'est pas resté silencieux, comme je viens de le dire. Le Rwanda n'est pas resté silencieux face à cette situation. Notre ministre des Affaires étrangères a abordé directement la question du barrage avec les médiateurs, les États-Unis, le Qatar, les représentants de l'Union européenne et de l'Union africaine. J'ai également fait part de ces préoccupations avec les membres individuels du Conseil de sécurité. J'en ai fait part aux porte-plumes, aux présidences, aux chefs de certains mécanismes dans la région et rien ne s'est fait. Vu ces faits et la situation et le contexte plus général d'idéologie de la haine en RDC et l'obligation juridique et morale inhérente, permettez-moi de poser une question.
Est-ce que le Conseil de sécurité n'a pas été informé de la situation ou est-ce que cette situation ne méritait pas son attention? La situation au Sud Kivu, alors que nous l'examinons, eh bien, il nous faut réfléchir à la situation avant l'escalade récente. En tant qu'ancien enquêteur moi-même, l'on parle souvent de recréer la scène. Nous ne pouvons ici que vous dire les faits. Le Conseil de sécurité pourra utiliser les moyens à sa disposition pour recréer la scène. C'est comme ça que l'on saura exactement tous les principes que nous avons évoqués, les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale. Nous estimons qu'il faut les respecter, ces principes. Mais tous ces principes sont menacés. Les faits sont têtus, oui. Les résolutions sont encore plus têtues. Et dans les résolutions, un fait têtu est que le gouvernement de la RDC, ces 30 dernières années, a appuyé les FDLR. Les FDLR ne menacent pas uniquement l'intégrité territoriale du Rwanda, mais menacent l'existence même du Rwanda et de sa population. L'un de mes oncles avait payé pour être tué par une balle, parce que soit il choisissait d'être tué par balle ou par machette. L'un de mes oncles a payé de l'argent pour être tué par une balle. Tout un chacun peut choisir de ne pas se soucier de la situation actuelle, de la menace à laquelle fait face le Rwanda, ou des personnes au nom desquelles je m'exprime, dont personne ne se soucie et personne ne se soucie de leur situation, ou alors on leur demande d'être participants à leur propre extermination. Est-ce qu'on peut vraiment aller aussi loin? En conclusion, honorables membres du Conseil de sécurité, nous remercions les médiateurs, nous les remercions très sincèrement et nous remercions tout particulièrement les médiateurs des efforts actuellement consentis, je pense notamment aux États-Unis, qui s'efforcent de réagir à la situation la plus récente. Et nous voulons trouver un règlement viable, car nous sommes convaincus que si nous nous engageons tous à mettre en œuvre en toute bonne foi les engagements pris à Washington, et si nous appuyons pleinement le processus de Doha, alors nous aurons peut-être la possibilité de parvenir à un règlement pacifique du conflit, un conflit que nous subissons depuis tant d'années. Le problème n'a que trop duré. Et voilà notre requête, voilà notre appel. Efforçons-nous tous de travailler en faveur d'un règlement pacifique. Je ne répéterai pas ce que nous avons déjà dit pour qu'il y ait des mesures de défense, pour comment est-ce qu'elles pourront être levées. Toutes ces questions sont abordées dans l'accord et nous continuerons de travailler avec les médiateurs. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Rwanda de sa déclaration et je donne la parole au représentant du Burundi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais d'abord féliciter la Slovénie pour sa présidence du mois et pour avoir mis ce briefing sur la MONUSCO à l'agenda du Conseil de sécurité. Le Burundi remercie le secrétaire général pour la présentation de son rapport et salue les efforts constants de la MONUSCO qui travaille dans des conditions extrêmement complexes. Nous apprécions également l'occasion qui nous est donnée de partager notre analyse de la situation sécuritaire et voudrions attirer l'attention du Conseil sur l'évolution dramatique de la situation sécuritaire et humanitaire, en particulier la ville d'Uvira et ses environs, et les déplacements massifs des populations avec de milliers de réfugiés se trouvant au Burundi, notamment dans la province Bujumbura, en commune de Cibitoke. Le Burundi souhaite dénoncer la violation répétée et répétitive de la résolution 2773 manifestée par la prise d'Uvira par l'armée rwandaise. Ces opérations ont visé et entraîné des victimes civiles innombrables. Nous sommes particulièrement préoccupés par les attaques transfrontalières, y compris
l'usage d'artillerie, de drones et d'autres moyens létaux dont certains ont atteint des localités du territoire burundais. Ces actes violent la souveraineté du Burundi, compromettent la sécurité des populations civiles et fragilisent les efforts collectifs de paix. Nous pensons que le moment exige de la lucidité, du courage politique et un engagement collectif en faveur de la mise en œuvre pleine et entière des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 2773. Les engagements récemment pris, y compris ceux entérinés dans les accords signés à Washington, doivent être respectés par toutes les parties, sans ambiguïté et sans conditions préalables. Dès lors, nous appelons le Conseil à, premièrement, veiller à ce que les résolutions du Conseil soient appliquées de manière impartiale, car la crédibilité collective de ce Conseil dépend de sa capacité à garantir leur mise en œuvre effective. La pertinence et la crédibilité de la MONUSCO sont en jeu. Deuxièmement, protéger les civils, surtout les femmes et les enfants, qui demeurent les principales victimes d'un conflit qui leur a été imposé. Nous appelons le Conseil, troisièmement, à plaider pour une assistance humanitaire d'urgence face à la dégradation de la situation humanitaire et au manque criant des moyens aux agences du système des Nations Unies pour répondre aux besoins élémentaires des réfugiés installés à Gatumba et à Cibitoke. Nous appelons également le Conseil à convoquer une réunion d'urgence du Conseil dans laquelle il pourrait prendre des mesures robustes visant à stopper cette escalade dangereuse et pouvant comprendre un embargo sur les armes et un régime de sanctions économiques afin d'empêcher la poursuite de ces opérations militaires meurtrières en violation du droit international et de la Charte des Nations Unies en particulier. Nous appelons également le Conseil à appuyer la RDC et les États voisins dans des efforts coordonnés de lutte contre les groupes armés dans le strict respect des frontières internationales reconnues. Nous appelons enfin le Conseil à renforcer son soutien aux mécanismes régionaux de vérification et de suivi afin de documenter les violations, prévenir l'escalade et reconstruire la confiance. Par ailleurs, le Burundi souhaiterait informer cet auguste Conseil qu'il a pris très au sérieux le message des bombes envoyées à partir du Rwanda le 4 décembre sur le sol burundais, dans la commune de Cibitoke, blessant une femme et un enfant. Nous considérons cet acte comme une provocation grave et une manifestation d'une attitude belliqueuse que nous condamnons fermement. Je tiens à être clair, la retenue a des limites. Si ces attaques irresponsables devaient se poursuivre, il deviendrait extrêmement difficile d'éviter une escalade directe entre nos deux pays. Le Burundi ne pourra pas tolérer des violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le Burundi reste un partenaire fiable pour la paix et la sécurité régionale. S'il a pu défendre les populations civiles avec hauteur dans toutes les missions où il a été déployé, le Burundi ne peut pas croiser ses bras face aux provocations et à la violation de son intégrité territoriale. Il ne peut pas croiser ses bras face aux attaques contre la population, sa population, et nous ne pouvons pas croiser nos bras face aux atteintes portées à la stabilité de nos frontières. Notre message aujourd'hui
est donc un message d'appel à la mesure, à la fermeté contre les violations avérées et à une action concertée qui permette à l'est de la RDC et en particulier à des zones comme Uvira d'entrevoir enfin un avenir de paix durable. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Burundi de sa déclaration. Le Rwanda a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration avant de lui donner la parole. Je tiens juste à dire que je ne veux pas prolonger cet échange de vues qui ne contribuera pas à la mise en œuvre de l'accord ou à la résolution 2773 et ça ne protégera pas non plus les civils qui souffrent. Les membres du Conseil ont entendu très clairement vos messages. Je vous demanderai par conséquent de ne prendre qu'une fois la parole. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Loin de moi l'intention de prolonger nos délibérations. Je tiens à préciser que nous ne livrons pas la guerre à la République du Burundi et nous n'avons nullement l'intention de le faire. Au contraire, il y a eu une attaque du territoire du Burundi contre la zone de Bugarama au Rwanda et dans certaines régions de la RDC avec des réfugiés qui sont arrivés au Rwanda. Je pense d'ailleurs que le HCR est déjà saisi de la situation. Je tenais juste à apporter cette précision. Je remercie le représentant du Rwanda de sa déclaration. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. J'invite les membres du Conseil de sécurité à passer à des consultations officieuses afin de poursuivre l'examen de la question. La séance est levée.